Je vais vous parler d'un sujet qui est relativement peu abordé selon moi. Ce sont les invertébrés qui ont atteint des tailles démesurées, parfois au-delà du raisonnable. Et ces superlatifs-là, c'est un sujet qui est, je trouve, très intéressant puisque souvent on imagine les petites bêtes, comme on dit. Donc ça englobe beaucoup de choses, les petites bêtes, ça englobe les arthropodes, ça englobe les escargots même, qui sont des mollusques, etc. Et souvent, on les imagine vraiment minuscules. Et finalement, on a raison, puisque ces animaux-là, la majorité, tout groupe confondu, en passant des arthropodes jusqu'aux cnidaires, comme les méduses, par exemple, ou les annélides, comme les lombriques, la majorité font moins d'1 centimètre. C'est vraiment l'infiniment petit. Et lorsque ces animaux-là dépassent, on va dire, 5 ou 6 centimètres, pour être vraiment bien voyants, bien visibles, et que ça laisse vraiment une grande impression dans l'imaginaire populaire. On pense notamment aux calamars géants. On peut penser aussi aux grosses araignées des films hollywoodiens. Bon, bien sûr, elles ne sont pas aussi grosses en vrai, mais elles sont quand même très impressionnantes. On va voir ça tout à l'heure. Alors, ces invertébrés sont les premiers animaux qui sont apparus sur la terre ferme et dans les océans, bien entendu. Et au départ, on avait au Carbonifère, donc il y a à peu près 300 millions d'années, un, un monde qui était beaucoup plus riche en oxygène que maintenant, un monde extrêmement chaud, extrêmement humide. Et les animaux sans vertèbres étaient les espèces dominantes sur Terre. On avait des mille pattes géants qui pouvaient atteindre la taille d'un petit autobus. On avait aussi des libellules qui faisaient la taille d'un goéland, donc Méganeura, c'est le nom de cette libellule qui vivait en Écosse au Carbonifère. Et Arthropleura, c'est le nom de ce mille pattes géant qui peuplait lui aussi l'Europe à la même époque. Alors aujourd'hui, bien sûr, ces animaux n'atteignent pas des tailles aussi importantes, imposantes, puisqu'il y a des contraintes au niveau de l'oxygène qui n'est plus aussi saturé dans l'air qu'à l'époque du Carbonifère. Et puis, il y a aussi des contraintes climatiques. Allez, à ce moment-là, le Carbonifère, c'était un climat tropical sur toute la planète. Aujourd'hui, on a un climat tropical sur une ceinture, subtropicale et tropicale, et c'est bien évidemment dans ces climats chauds et humides que se développent les plus grandes formes de vie invertébrées, terrestres en tout cas. Et dans les eaux froides, par contre, là, on va dire que c'est l'inverse, au niveau aquatique et marin notamment, les plus grandes espèces, comme les calamars géants ou les méduses qu'on va voir dans quelques minutes, atteignent leur plus grande dimension dans les eaux froides de l'Arctique et de l'Antarctique. On va commencer tout de suite avec les éponges. Voilà. Alors, je pense que vous voyez bien l'écran correctement? Très bien. Les éponges, on les imagine toutes comme des petites choses qui servent soit à décorer un meuble ou sinon à se laver avec une éponge un peu jaune qu'on peut acheter sur le marché dans des pays méditerranéens comme la Grèce ou l'Italie. Et ce sont des animaux, effectivement, qui la plupart du temps ne dépassent pas la taille du poing. Et celles-ci, avec d'autres espèces du même genre, sont vraiment gigantesques et elles ont poussé le gigantisme au niveau des éponges, donc au niveau des spongiaires, vraiment à un point qu'on peut en faire rentrer 2 personnes à l'intérieur de cette éponge que vous voyez là sur la photo. Alors, on l'appelle ça un baril de rhum, puisque la forme évoque celle d'un baril de rhum, d'un tonneau, avec le, euh, le dessus qui s'appelle l'ostradum, et c'est un diamètre et qui peut aller jusqu'à 2 mètres environ, 2 mètres de hauteur et aussi 50 à 60 centimètres de diamètre à la base. Alors la base, elle est là, bien sûr, un animal sessile, l'éponge, c'est-à-dire qu'elle vit fixée, comme les mollusques sessiles sont les huîtres et les moules, par exemple, sont des animaux qui vivent fixés sur un substrat qui peut être rocheux ou sableux. Et là, ici, on a un animal qui vit essentiellement dans les récifs, donc un substrat plutôt rocheux. Et c'est une éponge qui peut vivre vraiment extrêmement longtemps, puisque grâce à des calculs basés sur des photos d'une population qui est très, très bien étudiée, qui vit en Floride, sur un récif corallien au large de Miami. Ces populations d'éponges ont été photographiées pendant 4 ans et demi, tous les jours, afin de filmer la croissance de l'animal et, suivant la taille, pouvoir estimer quel âge avait
les éponges, chaque éponge. Et quand on regarde et qu'on fait des calculs grâce à ces photos, on peut estimer l'âge de certaines éponges à 130 ans, par exemple. Et on a d'autres éponges. Là, l'éponge la plus âgée connue, qui est aujourd'hui décédée, enfin décédée pour une éponge, je ne sais pas si le terme est vraiment exact. En tout cas, cet individu est mort. Et les photos qui existent tentent à prouver qu'il aurait 2300 ans. Il aurait eu 2300 ans à sa mort, du coup. Les éponges vivent donc extrêmement longtemps. Ça s'explique, entre autres, par un métabolisme extrêmement lent, une croissance extrêmement lente. Et ce sont des animaux filtreurs, donc toutes les éponges fonctionnent de la même manière. Celle-ci également, l'eau passe par les flancs de l'animal, elle est filtrée à l'intérieur du corps et elle ressort par le dessus comme ça, débarrassée de ses nutriments. Donc c'est un animal qui va filtrer toutes les matières organiques présentes dans l'eau, essentiellement donc du plancton, mais aussi malheureusement pour elle des métaux lourds. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui cette espèce et les autres espèces du même genre, donc Xestospongia, une autre espèce vit en Asie du Sud-Est et elle atteint des dimensions comparables. Ces espèces-là sont vraiment très surveillées et elles sont protégées pour éviter justement leur disparition, puisqu'elles sont très très fragiles et très sensibles à la pollution du milieu marin. Alors, on les trouve jamais à plus d'une cinquantaine de mètres de profondeur. Ce sont donc des espèces coralliennes, comme je l'ai dit tout à l'heure, et il n'est pas rare de rencontrer des spécimens qui dépassent effectivement les 1,50 m, 1,80 m de diamètre. Et on peut facilement rentrer à l'intérieur, puisque c'est assez profond, ça va jusqu'à ce niveau-là. Je mets ma souris ici, jusqu'au niveau presque du récif, et les plongeurs peuvent facilement s'y engouffrer. C'est un animal parfaitement inoffensif, bien entendu, et il y a des périodes où cette éponge-là, on la voit ici bien orangée, bien rouge. Il y a certaines périodes, sûrement dues à la photosynthèse ou à la température de l'eau, notamment dans les zones subtropicales, où l'éponge devient complètement blanche. Elle perd toutes ses couleurs pour redevenir rouge la saison suivante. Alors, ce n'est rien de grave. On pensait que c'était une maladie. Vous savez peut-être déjà entendu parler du blanchissement des coraux dans les récifs coralliens. Alors là, ce n'est rien de tel. C'est un phénomène naturel. Et les éponges, par contre, sont frappées par une maladie qui, elle, n'est pas vraiment... elle est assez mystérieuse. C'est une maladie qui les fait devenir plus pâles avec comme un col orangé autour de la partie haute de l'animal. Et là, c'est une maladie mortelle dont on ne connaît pas l'origine ni les mécanismes. Donc, il y a des études faites là-dessus, notamment sur cette population d'éponges d'une barrière corallienne en Floride qui est étudiée depuis 1997. Donc, ces éponges-là sont vraiment très étudiées et on sait leur longévité, exactement comment elles se reproduisent et comment elles se nourrissent. Alors, elles se reproduisent comme toutes les éponges et comme beaucoup d'animaux sessiles, c'est-à-dire qu'elles lâchent des gamètes dans l'océan, et la fertilisation est bien entendu externe. Et les petites éponges passent au moins 1 an dans le plancton avant de se fixer sur un substrat et de recommencer une vie fixe et immobile. Donc cette éponge-là, c'est vraiment la plus grosse espèce d'éponge connue. Il n'y a pas plus grande espèce non plus dans les registres fossiles, en tout cas pas d'espèce connue pour l'instant. Et cette éponge-là, c'est vraiment, avec sa cousine d'Asie du Sud-Est, l'un des plus gros animaux sessiles qui existent. Donc le baril de Rome, qui est appelé comme ça aux Antilles, en raison de sa ressemblance donc avec un tonneau, et en Floride ou aux États-Unis, on l'appelle aussi un baril d'essence, puisque c'est à peu près la même taille et la même forme. Alors, pour rester dans tout ce qui est marin, pour l'instant, on va passer au cnidaire avec la méduse à crinière de lion, comme on l'appelle en français. Cette méduse-là, peut-être que vous l'avez déjà vue dans des documentaires ou dans des films, elle a même inspiré à Conan Doyle une nouvelle avec Sherlock Holmes, l'affaire de la méduse. C'est une affaire qui commence par un soupçon de meurtre. C'est un patron qui meurt sur la plage et on soupçonne son rival en amour de l'avoir tué.
de l'avoir empoisonné. Et puis finalement, on se rend compte, lorsque celui-ci est attaqué lui aussi, mais qu'il survit, que le professeur en question était décédé parce qu'il avait un cœur fragile à cause de cette faiblesse de cœur. Les piqûres de la méduse l'ont tué. Et donc la nouvelle se termine comme ça, avec la méduse qui est dévoilée comme étant la coupable du meurtre, finalement. Alors, c'est vraiment une espèce immense, puisque c'est l'un des animaux les plus longs jamais mesurés. On a un spécimen qui faisait 33 mètres, qui s'est échoué en 1864 sur la côte du Massachusetts, aux États-Unis. Alors, c'est une espèce qui vit dans l'océan Arctique, dans les eaux très froides, et il arrive lorsque il y a des tempêtes, notamment l'été, qu'elles dérivent jusqu'aux côtes américaines. On ne les trouve pas en Europe, ou très peu, vraiment autour de la Scandinavie, de l'Islande, les îles Féroé, donc vraiment au nord de l'Europe. Elles sont beaucoup plus nombreuses et communes vers le Groenland et le Canada, par exemple, dans les eaux extrêmement froides. Rien que la cloche, donc la cloche, c'est la partie mouvante de l'animal qui lui permet de se déplacer. Et cette cloche-là peut faire jusqu'à 3 mètres de diamètre chez les plus gros individus. Alors cette espèce-là, par contre, cette méduse-là, contrairement à l'éponge dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, c'est pas vraiment un animal qui vit très longtemps, puisque elle ne vit qu'1 an. Les méduses vivent extrêmement peu de temps. Et en plus, elles s'échouent, elles ont tendance à beaucoup s'échouer l'été, donc ça ralentit encore plus, enfin, ça réduit encore plus leur espérance de vie. On voit ici essentiellement des tentacules. Alors, les tentacules, elles peuvent en avoir jusqu'à 800, et ils sont couverts de cellules urticantes qu'on appelle des nématocystes. Et ces nématocystes-là, alors chez cette espèce, ils ne sont pas extrêmement dangereux, mais ils sont quand même urticants. Et si on a effectivement, comme je vous parlais dans la nouvelle de Conan Doyle, des problèmes cardiaques ou des problèmes de santé, comme on dit maintenant le terme à la mode des comorbidités, c'est une espèce de méduse qui peut être dangereuse si on est allergique au venin aussi. Alors, une solution de premier secours, c'est de verser du vinaigre sur les piqûres, et l'action de l'acide acétique sur les nématocystes a tendance à annuler l'effet urticant. Et donc, c'est une espèce, bien heureusement, qu'on ne rencontre pas souvent. Mais les nématocystes, les cellules urticantes, restent actives jusqu'à 3 jours après l'échouage de l'animal. Donc, une méduse morte peut continuer à piquer. C'est donc un animal, comme toutes les méduses, autour duquel il convient d'être prudent. Mais ce sont des animaux assez fascinants, puisque finalement, la majorité des espèces de méduses, si ce n'est toutes, n'ont pas du tout d'yeux, mais elles savent quand même capter la lumière et savoir vers où se trouve le haut du bas. Elles savent où il est la lumière du jour et où se trouvent les profondeurs, même sans avoir d'yeux, dans le sens où on l'entend en tant que vertébré, pour pouvoir capter la lumière et les mouvements. Alors, ces animaux-là, avec leurs tentacules, ils n'en font pas que se défendre des prédateurs. Servent surtout pour capturer des petits poissons et d'autres méduses plus petites, pour les ramener autour de la bouche. Alors, ce sont des tentacules oraux, donc qui se situent autour de la bouche, qui vont être chargés de ramener la nourriture à l'intérieur du manteau, à l'intérieur de cette cloche, donc, et où ils vont être digérés par des sucs gastriques qui se trouvent dans une petite poche assez rudimentaire. Et finalement, la digestion est assez rapide. Et ce sont des animaux qui mangent et qui sont constamment en mouvement, donc ils mangent tout ce qu'ils trouvent sur leur chemin, on va dire. Et des poissons qui peuvent faire jusqu'à 5 ou 10 cm de longueur, par exemple, qui sont capturés par les nématocystes. Alors, un autre animal extrêmement intéressant, qui se trouve être la physalie, on l'appelle aussi galère portugaise. C'est une colonie, en fait, d'animaux différents, qui forment à eux seuls une créature bien particulière. Peut-être que vous en avez déjà vu dans des documentaires, ou peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Il arrive que parfois, chez nous, l'été, on ait des invasions de physalie sur les plages, notamment sur la côte atlantique, en Gironde notamment, mais aussi en Bretagne. On ne peut pas vraiment parler d'invasion dans la mesure où ce sont des animaux qui ne peuvent pas se déplacer de leur propre chef. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une colonie, en fait, c'est un siphonophore. Les siphonophores sont des animaux essentiellement marins
qui vivent à la surface de l'océan ou qui vivent juste en dessous de la surface de l'océan et qui ne sont pas capables de se déplacer par eux-mêmes, mais au gré des courants. Alors, lorsque ces animaux-là naissent, ils font partie, bien entendu, du plancton, comme beaucoup d'autres espèces animales, et au fur et à mesure de leur croissance, ils vont devenir, alors on utilise les termes de droitier ou gaucher, selon l'angle vers lequel se penche le flotteur. Alors, le flotteur, c'est cette partie-là qui est remplie d'air, qui évoque un peu un bateau à voile. C'est pour ça qu'on l'appelait une galère portugaise au moment de sa description au XVIIIe siècle. Et cette partie-là, le flotteur, donc, c'est l'un des premiers organes qui se développe chez la jeune Physalie. Et lorsqu'elle est encore sous l'eau, donc pas à la surface, le flotteur va prendre une inclinaison d'environ 25 degrés par rapport à la surface de l'océan lorsqu'elle va sortir de l'eau et rester à la surface pour vivre sa vie d'adulte, de Physalie adulte, qui dure 5-6 ans, pas très long, mais ça dure déjà plus longtemps qu'une méduse. Et donc, il y a des physalies qui vont être orientées différemment suivant le sens. Je ne sais pas si on peut utiliser le terme choisi par le juvénile, mais en tout cas, le sens vers lequel s'est orienté le juvénile avant de passer à la surface de l'océan. Donc, on a des colonies qui sont droitières, des colonies plutôt gauchères, orientées donc vers la droite ou vers la gauche. Alors, ces colonies-là de différents organismes, on les appelle des zooïdes. Les zooïdes font partie de cette colonie de siphonophores et on a pour chaque besoin de l'animal une catégorie de zooïdes. Alors on a par exemple les dactylozoïdes qui sont couramment donc les tentacules, bien entendu, on les voit là. C'est la partie la plus longue de l'animal, hein. C'est pour ça qu'on appelle ça un superlatif un petit peu puisque c'est le plus gros siphonophore connu. La physalie peut avoir des tentacules qui mesurent jusqu'à 25 mètres de long et elles sont extrêmement dangereuses. Le venin est beaucoup plus puissant que celui d'une méduse. Ils sont aussi couverts de nématocystes, de cellules urticantes, ces dactylozoïdes, et ils servent à capturer des proies dans l'eau. Puisque comme les animaux n'ont pas de possibilité de se déplacer par eux-mêmes, ils vont prendre des proies qui se présentent à eux au hasard, donc, et ça explique en partie la grande longueur de ces tentacules pour pouvoir avoir le maximum de chances d'attraper des proies sous l'eau. Alors les physalies vivent en colonies qui sont assez denses, notamment dans la mer des Sargasses. Alors la mer des Sargasses, c'est une mer qui se trouve globalement à mi-chemin entre Afrique, Amérique du Nord et Europe. On l'appelle Sargasse en raison des algues qu'il y a à la surface, qui sont appelées des Sargasses, donc le nom de la mer des Sargasses. Et la mer des Sargasses, si vous situez les Bermudes ou la Floride, vous avez à peu près l'emplacement de cette mer. Et dans cette mer, on a beaucoup de physalies qui s'y trouvent. Et c'est à ce moment-là, quand il y a des tempêtes l'été, par exemple, qu'elles sont rejetées sur nos côtes, qu'elles arrivent, grâce au vent, à atteindre l'Europe ou l'Amérique du Nord. Et les plages, bien entendu, à ce moment-là, sont fermées, puisque ces animaux-là sont très toxiques, même après leur mort. Les tentacules restent actifs extrêmement longtemps. Donc, on a les dactylozoïdes. Après, on a les gonozoïdes qui sont situés juste en dessous du flotteur, et ces zoïdes-là servent à se reproduire. Et on a les gastrozoïdes qui sont les tentacules violacés qui servent à amener la nourriture à la bouche de l'animal, qui est assez rudimentaire, hein, c'est un trou qui se trouve juste en dessous là, du flotteur, à côté des gonozoïdes. Alors, ce sont des animaux assez rudimentaires, mais qui arrivent à survivre grâce à leurs tentacules très longs, qui leur permettent d'attraper des proies comme des petits poissons ou d'autres animaux marins et les consommer. Donc c'est un animal plutôt carnivore qui n'est en aucun cas filtreur donc, et qui a extrêmement peu de prédateurs en raison de sa grande toxicité. Alors le flotteur, oui, le flotteur, venons-en au flotteur, puisque c'est la partie qu'on voit le plus souvent et qu'on voit aussi beaucoup sur les plages, parce que il a tendance à se dégonfler au soleil, mais suivant les localités, on va avoir différents reflets. Alors celui-là est plutôt violacé. Sur l'Atlantique, les physalies sont plus violettes, alors que par exemple en Océanie, en Australie par exemple, elles sont bleutées. On va avoir différents reflets suivant les origines géographiques. Alors la taille de ce flotteur peut aller jusqu'à 30 cm, donc c'est quand même un animal assez gros.
Donc justement, je vous parlais d'Océanie à l'instant. Nous allons y rester un peu avec cette espèce de lombric. Alors nous sommes habitués à avoir des lombrics qui tiennent dans la main, qui sont vraiment assez petits, quoique dans certaines régions de France, on a des lombrics qui peuvent atteindre 30-35 cm, qui sont assez imposants, mais sans aucune mesure comparée à ce lombric géant. Donc c'est un Mégascolécidé, c'est vraiment la famille des plus grands lombrics au monde. On en trouve en Europe, mais on en trouve aussi dans toutes les zones tropicales où ils atteignent des tailles beaucoup plus importantes que chez nous. Et cette espèce-là qui vit en Australie et qui est vraiment localisée dans une région de l'État du Victoria, si vous connaissez un peu l'Australie, c'est Melbourne. Et au nord de Melbourne, dans le Gippsland, donc c'est une région de culture et d'élevage qui se trouve dans une zone géographique qu'on pourrait qualifier de tempérée, qui ressemble un petit peu à l'Europe, avec beaucoup de dunes et des falaises qui sont le refuge de ce lombric qui peut atteindre 6,70 m de long. Donc c'est l'un des plus grands lombrics connus. On en a d'autres espèces avec des tailles non confirmées. Et là, on a vraiment l'espèce mesurée. Elle a été mesurée. Cette taille de 6,70 m n'est pas qu'un témoignage. L'espèce a vraiment été mesurée par des scientifiques et elle ne vit que là, donc elle est aussi extrêmement menacée en plus d'être extrêmement grande. Alors ce lombric-là, il n'a rien d'exceptionnel, hein, si ce n'est sa taille. Il a un mode de vie tout à fait similaire à celui des autres lombrics, c'est-à-dire qu'il va aérer la terre, il va consommer des matières organiques en décomposition qui se trouvent sous terre, et il va pouvoir sortir de terre après une grosse pluie ou après un orage, essentiellement la nuit, lorsqu'il fait humide, pour pouvoir aller coloniser d'autres milieux. Donc jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Mais lorsqu'un lombric de 6,70 m traverse une route, c'est quand même assez spectaculaire. Et c'est vraiment une espèce qu'on n'oublie pas, d'après ceux qui l'ont vu en vrai. Vous voyez d'ailleurs ce monsieur qui est à côté avec son double décimètre et son appareil photo. C'est un lombric qui a l'air de faire plus ou moins sa taille. Donc c'est déjà un petit spécimen en plus. Et on a des spécimens beaucoup plus grands qui vivent dans cette région. Alors pour ceux qui connaissent David Attenborough, c'est un grand journaliste britannique qui a fait beaucoup de documentaires sur la vie sauvage et lui-même avait fait une série sur les invertébrés à un moment donné, sur tout ce qui est petit qui vit sous terre ou sur la terre. Et il avait parlé de ce lombric-là, il s'était rendu lui-même en Australie et il avait fait écouter avec un micro le bruit que fait le lombric en se déplaçant sous terre. Puisque l'animal est tellement gros que lorsqu'il se déplace à faible profondeur, sans même sortir de terre, on peut l'entendre. Si on met l'oreille vraiment près de la terre, on peut entendre des frottements lorsque l'animal passe à proximité. Et c'est cette chose assez incroyable que David Attenborough était parti filmer ou plutôt enregistrer en Australie. Alors pour rester dans ce qui n'a pas de pattes, mais revenir donc dans l'océan, on a cet animal-là qui vous évoque peut-être rien. Pour ceux qui sont déjà allés en Asie ou qui ont déjà plongé, en tout cas, ça vous évoquera peut-être une holoturie ou un concombre de mer. Alors les concombres de mer, évidemment, il s'agit bien d'un concombre de mer. La plupart ne font qu'une vingtaine de centimètres, sont des animaux assez compacts, qui sont la plupart du temps assez sombres, noirs ou marron foncé. Ils vivent au fond de la mer. On en a pas mal en Méditerranée notamment. Et sont des animaux qui sont assez petits, qui se nourrissent de sable, de matières organiques présentes dans le sable. Et pour ça, ils sont très utiles parce qu'ils fabriquent eux-mêmes du sable, étant donné que leurs excréments sont du sable. Ils vont rentrer du sable dans leur corps avec leur bouche. Ils vont aspirer le sable va passer le long du tube digestif, qui est vraiment, c'est un animal tubulaire, donc le sable circule dans l'animal et ressort débarrassé de ses matières organiques, bien sûr, et ça en fait encore plus de sable. Donc, ce sont des animaux utiles de ce point de vue-là. Et cet animal-là, on le trouve dans l'océan Indien, dans l'Indo-Pacifique en général. On l'appelle cordon mauresque à la Réunion. Et on l'appelle mauresque parce que les motifs qui ornent sa peau ressemblent plus ou moins à des mosaïques qu'on peut trouver sur certaines villas mauresques, des villas d'Afrique du Nord ou des villas
Je ne sais pas si vous êtes allé à Arcachon, en Gironde. On a un quartier qui s'appelle la Ville d'Hiver, qui est peuplé de villas qu'on appelle des villas mauresques, qui évoquent un peu ce style architectural. Et la peau de cet animal semble ornée de petites mosaïques. Alors, il faut avoir de l'imagination et le voir de près, hein, mais apparemment, c'est ce qui a donné naissance à ce nom-là, en tout cas à la réunion de cordon mauresque. Alors, pas besoin de vous expliquer pourquoi cordon, mais c'est une espèce qui peut atteindre jusqu'à 3 mètres de longueur, donc c'est vraiment énorme pour une holoturie, pour un concombre de mer. Et bien heureusement pour lui, c'est un animal qui n'est pas comestible. Il sécrète des toxines et en plus de ça, la peau qu'on voit, on peut les voir un petit peu ici sur l'image, est recouverte de spicules. Alors les spicules sur une holoturie, ce sont des petites excroissances pointues qui lui servent à se déplacer sur le sable sans être couvertes de sable. Et ça lui permet aussi d'éviter d'être avalée par des prédateurs, parce qu'en plus d'être toxique, elle va s'enrouler autour de la main, par exemple, qui veut la saisir, ou du tissu, et les spicules vont s'enfoncer dans la peau ou dans les tissus, dans le kevlar des combinaisons de plongée, par exemple, ce qui va faire qu'on va avoir énormément de mal à se débarrasser de l'animal une fois qu'il est enroulé autour de la main. Et c'est un moyen de défense qui a été adopté par plusieurs autres espèces d'holoturies d'ailleurs. Donc ici, on a la tête qui se trouve en bas, qui est entourée de petites antennes plumeuses qui ressemblent à des grandes plumes. Et la tête, donc au milieu, on a la bouche. Et les antennes vont capter la nourriture, apporter le sable à la bouche, où il va être filtré dans le corps de l'animal et ressortir ici pour une fois digéré. Donc, qui va faire beaucoup de sable, et c'est un animal très utile de ce point de vue-là dans les récifs coralliens. Et donc le cordon mauresque, comme beaucoup d'holoturies, c'est un animal qui se reproduit par gonocorie. Donc la gonocorie, en fait, c'est tout simplement l'inverse de l'hermaphrodisme. En fait, il y a des mâles, des femelles, un peu comme nous finalement, mais c'est un terme qu'on connaît très peu, contrairement à hermaphrodisme. Alors, cette holoturie-là, la plupart des spécimens font 1,50 m. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des spécimens particulièrement grands qui font jusqu'à 3 mètres. Par contre, le diamètre reste assez modeste, entre 5 et 6 cm. Et c'est vraiment un animal tout en longueur qui peuple toute une gamme de milieux au sein des récifs coralliens, jamais à plus de 50 mètres de profondeur. Alors, on a ensuite une étoile de mer, mais pas n'importe quelle étoile de mer, étant donné que cette étoile de mer-là, c'est la plus lourde étoile de mer connue, Tromidia gigas. Donc, cette famille d'étoiles de mer-là, elle va atteindre sa plus grosse masse chez cette espèce, puisqu'elle peut peser jusqu'à 6 kilos. Donc, c'est le poids d'un petit chien. Et pour une étoile de mer, c'est quand même assez énorme. Alors, mis à part ça, elle a assez peu de bras pour une étoile de mer, puisqu'on voit qu'elle n'en a que 5. Après, les étoiles de mer, le nombre de bras est assez variable selon les espèces, mais aussi selon les individus, puisque les étoiles de mer pratiquent l'autotomie. Alors, l'autotomie, c'est le fait, c'est très connu chez les lézards, notamment, chez certaines espèces de lézards, c'est-à-dire que l'animal se sépare d'un membre ou de sa queue. En l'occurrence, chez les étoiles de mer, c'est un bras, et ce bras va repousser. Et alors, ce qui est pratique chez les animaux non vertébrés, c'est que le bras, en l'occurrence, peut repousser à volonté. Par contre, chez les lézards, il peut repousser qu'une seule fois la queue, puisque quand elle repousse, il n'y a pas d'os à l'intérieur, ce n'est que du cartilage. Et donc, la queue du lézard ne peut pas repousser plus d'une fois. Alors, par contre, chez les étoiles de mer, on peut avoir des bras qui repoussent à volonté, et parfois, ils peuvent repousser double. Ça peut arriver qu'un bras repousse et se termine par 2 excroissances. Alors, je vous parlais tout à l'heure de l'imaginaire, notamment des films qui ont été tournés, inspirés de récits de marins avec le calamar géant et le calamar colossal. Donc, celui-là, c'est le plus lourd de tous les calamars, de tous les mollusques. Et le calamar géant, qui est une autre espèce, c'est la plus longue, qui peut faire une vingtaine de mètres minimum. C'est une des proies favorites des cachalots. Et souvent, on voit des cachalots qui sont recouverts de traces de ventouses au niveau de leur tête. Et on pense que c'est à la suite d'un combat avec ce genre de proie que les calamars donc, se défendent et entourent la tête du cachalot avec leurs tentacules et laissent des traces particulières et caractéristiques sur la tête du prédateur. Donc, les premiers calamars décrits par la science, en tout cas cette espèce-là, c'était en 1925 seulement,
qu'on a retrouvé deux grands tentacules dans l'estomac d'un cachalot. Et c'est là qu'on a pu décrire l'espèce. Puis ensuite, on a deux spécimens, notamment les plus célèbres, qui ont été capturés dans la mer de Ross, au large de l'Antarctique, et qui se trouvent aujourd'hui exposés au musée Te Papa Tongarewa, donc en Nouvelle-Zélande, à Wellington. Et donc cette espèce-là, c'est vraiment assez peu courant de la voir en muséum. On a un spécimen de calamar géant à Paris qui est plastiné, c'est-à-dire que tous ces tissus mous ont été remplacés par un liquide qui ressemble un peu à du formol, qui s'est solidifié et qui permet en fait à l'animal d'être exposé sec. Alors que dans le musée dont je vous ai parlé en Nouvelle-Zélande, ils sont en alcool, ils sont exposés en fluide, donc en liquide. Et ce spécimen que vous voyez sur la photo, c'est une femelle capturée en février 2007, donc dans la mer de Ross, au large de l'Antarctique. Et cette femelle-là, après avoir été remontée à bord, donc après être morte et s'être un petit peu réduite en taille, elle a été mesurée à plus de 5 mètres de long et 494 kilos. Par contre, il y a eu une autopsie qui a été faite, une dissection, on va dire, qui a été faite en 2008. Elle a été d'ailleurs filmée, on a pu la voir à la télévision. Et cette dissection a montré que son bec était beaucoup plus petit que d'autres becs de calamar géants trouvés dans des estomacs de cachalots. Donc on imagine que d'autres spécimens qui n'ont pas encore été capturés sont encore plus grands que cette femelle-là qui est aujourd'hui exposée au musée en Nouvelle-Zélande. Alors voilà, justement, la voici dans son fluide, dans sa salle d'exposition. Alors, ses yeux mesuraient 40 cm de diamètre et c'est le plus gros œil d'un être vivant qui ait jamais été mesuré. Et on pense que de son vivant, l'œil était encore plus grand au niveau du diamètre puisqu'il a été mesuré après sa mort et il s'était un peu affaissé. Et rien que la pupille faisait 18 cm de diamètre. C'est vraiment très, très grand. Et ces yeux-là lui permettent de voir dans les profondeurs puisqu'il va capturer des proies qui communiquent par bioluminescence. D'ailleurs, cette espèce-là communique également par bioluminescence. Ce sont donc des bactéries symbiotiques qui produisent de la lumière, tout simplement. Et les yeux, d'ailleurs, des calamars géants réfléchissent la lumière. Voilà un bec par rapport à une main humaine. Donc, vous voyez la taille de ce bec qui est utilisé pour capturer d'autres calamars, notamment, puisqu'il s'agit bien sûr d'une espèce carnivore, et aussi pour mordre en cas d'agression par un cachalot, par exemple, puisque les tentacules sont couvertes de crochets, les ventouses sont extrêmement puissantes, mais en dernier recours, l'animal peut mordre avec son bec. Et voilà donc un bénitier géant, donc toujours un mollusque, cette fois-ci un bivalve. C'est un bivalve qui est apparenté à la coquille Saint-Jacques. On voit bien au niveau de la coquille, les motifs évoquent un petit peu la coquille Saint-Jacques, beaucoup plus petite. Mais la coquille Saint-Jacques n'est pas un mollusque sessile. Si vous avez déjà vu les coquilles Saint-Jacques in situ, on va dire, ailleurs que sur l'étal d'une poissonnerie, les coquilles Saint-Jacques peuvent fuir en battant de la coquille. Si vous avez déjà vu ce genre de choses peut-être à la télé, dans des documentaires, c'est assez comique. Les coquilles Saint-Jacques, d'ailleurs, sont dotées d'yeux qui se trouvent tout le long du manteau, proche de la bordure de la coquille, qui peuvent distinguer l'ombre et la lumière, ainsi que le mouvement. Et c'est ce qui leur permet de s'enfuir et de s'enterrer plus loin dans du sable. Alors par contre, chez notre bénitier géant, comme tous les autres bénitiers, c'est impossible, puisqu'il devient sessile, donc fixé, immobile, en vieillissant. Alors, les bénitiers les plus âgés, on estime leur âge à 500 ans environ. Et autrefois, ces coquillages étaient utilisés dans les églises, bien entendu, pour faire office de bénitier, tout simplement, puisque c'était la véritable coquille de bénitier qui était utilisée pour ça, pour mettre de l'eau bénite à l'intérieur. Donc. Et on trouve encore des exemples de ces coquilles de bénitier à la cathédrale de La Rochelle, par exemple, mais aussi dans l'église Saint-Sulpice à Paris. On verra ça, il y a une photo là qui va arriver, qui montre ça, qui a été sculpté au XVIIIe siècle par Jean-Baptiste Pigalle, qui a donné son nom au quartier à Paris. Alors voilà une coquille vide en musée. Donc on a
beaucoup de légendes qui parlent de ce coquillage qui referme sa coquille sur le pied des plongeurs et qui les empêche de remonter à la surface. Mais en fait, il s'agirait seulement d'une légende puisque c'est impossible pour le coquillage, lorsqu'il est vivant, de refermer complètement sa coquille, et bien tout simplement à cause de son corps, puisque le manteau dépasse quand même, comme on l'a vu sur la photo précédente, de la coquille, et techniquement, il est impossible à l'animal de refermer sa coquille complètement. Donc, il est impossible aussi à un plongeur d'avoir le pied coincé dans le bénitier. Ici, on a donc un plongeur voilà, à côté du bénitier vivant. Ici, on a le siphon qui permet à l'animal de respirer et de filtrer l'eau en même temps. Donc, il va lui aussi manger des matières organiques. Et le manteau du bénitier est peuplé par des micro-organismes qu'on appelle des dinoflagellés. Donc, ce sont essentiellement des petits planctons, phytoplanctons, donc des planctons végétaux, qui vont vivre en commensaux avec le bénitier, c'est-à-dire qu'ils ne lui nuisent pas, ce ne sont pas des parasites. Ils vont vivre sur le manteau du bénitier, lui fournir de la nourriture, puisque le bénitier consomme essentiellement ce genre de plancton, et lui va leur fournir également la nourriture, puisqu'il mange les impuretés sur sa peau, et va aussi leur fournir le gîte, puisque ces petites bactéries vont se reproduire, ce petit plancton plutôt, va se reproduire sur la peau du bénitier. Donc en fait, c'est gagnant-gagnant et c'est une relation symbiotique. Voilà donc un spécimen plus petit. On voit la différence de couleur. On a des spécimens qui peuvent être plus ou moins violets, plus ou moins bleus, plus ou moins verts, suivant l'origine géographique. On en trouve parfois dans les magasins d'aquariophilie marine, magasins spécialisés dans le récifal, comme on dit, donc tout ce qui est poissons de mer qui vivent dans les récifs coralliens. Excusez-moi. Et donc ces bénitiers sont élevés en captivité dans leur pays d'origine avant d'être envoyés en Europe ou aux États-Unis pour peupler les aquariums récifaux. Et on a souvent des formes bleues ou violettes qui viennent de Guam notamment. Donc Guam, c'est une petite île proche de la Micronésie dans le Pacifique, et les bénitiers viennent de là-bas. Voilà donc l'extérieur du manteau. On voit ici les plis qui sont caractéristiques des bénitiers, avec aussi toute une vie qui se forme sur la coquille, puisqu'on voit ici des coraux, on voit ici des éponges, on voit des algues, on voit des petits coquillages. Ces coquillages-là sont tellement grands qu'ils forment un monde, un écosystème à eux tout seuls, et ils sont également très importants, comme les éponges tout à l'heure, pour l'équilibre des récifs coralliens. Alors, on utilise les bénitiers depuis extrêmement longtemps, puisqu'ici, on a un morceau de coquille qui date de l'époque ptolémaïque, de l'Égypte ancienne, donc, et qui servait de support pour la peinture. On y mettait des couleurs. Bon, ici, on y mettait visiblement du rouge, et ça servait un peu comme une palette pour le peintre à l'époque. Voici donc le bénitier de Pigalle qui se trouve à l'église Saint-Sulpice de Paris. Il y en a deux qui ont été sculptés au milieu du XVIIIe siècle par Jean-Baptiste Pigalle, et ils sont aujourd'hui classés aux monuments historiques. Vraiment, on voit ici cette sculpture magnifique qui évoque les fonds marins, avec le bénitier par-dessus, un bénitier qui est ceint avec de l'or, comme à La Rochelle d'ailleurs, puisque ça se faisait très souvent à l'époque. Et voilà, on voit ce bénitier-là, qui est très très grand, en plus d'être très joliment orné. Pour finir avec le monde marin, ce coquillage-là, peut-être qu'il vous parlera au niveau de son apparence, si vous avez déjà fait des bourses ou des foires de collectionneurs de conchiliophilie. Ce sont des plus gros coquillages gastéropodes qui sont connus pour l'instant. On l'appelle la trompette australienne en français, Syrinx aruanus en latin. Syrinx tout simplement puisqu'on certaines populations l'utilisent comme une trompe pour faire passer des messages, j'imagine. C'est vraiment une caisse de résonance qui est assez incroyable, puisque l'animal vivant, avec sa coquille, peut peser 18 kilos. Et c'est vraiment l'un des plus gros coquillages existants. Il vit notamment dans la mer d'Arafura, dans la mer de Banda, donc c'est en Indonésie, en Australie, et c'est une espèce qui affectionne les eaux très chaudes et qui se rencontre jusqu'à une dizaine de mètres de profondeur. Donc, pas vraiment profond. Ici, on voit la coquille qui est jaune pêche, mais l'animal vivant, la coquille, quand l'animal est vivant, est entouré d'une membrane
grisâtre, très épaisse, qui s'appelle le périostracum. Et ce périostracum, c'est la membrane qui va entourer toutes les coquilles des coquillages bivalves et qui va leur permettre, la coquille donc, qui est faite en carbonate de calcium, va permettre à cette coquille-là de ne pas se briser et en tout cas de ne pas être éraflée par toutes les substances abrasives que peut rencontrer un coquillage dans son milieu naturel, comme des pierres, du sable ou des récifs coralliens. Et ce périostracum, c'est vraiment comme une gaine de protection pour la coquille de l'animal. Alors ici, on a une vue dorsale de ce coquillage, avec ici ce qu'on appelle le protoconque. Alors le protoconque, c'est la partie de la coquille qui va se former en premier lorsque l'animal est juvénile. Et au fur et à mesure des années, la coquille donc, va devenir oblongue, comme on le voit ici. Et c'est par ici que va sortir le siphon pour la respiration, mais aussi la trompe. L'animal est doté d'une trompe qui peut faire jusqu'à 25 cm. Et avec cette trompe, elle va capturer dans leur trou, dans leur tube, des vers marins dont elle se nourrit. Et voilà donc un dernier mollusque. Ici, on a une aplysie de Californie. C'est une limace de mer ou un lièvre de mer, comme on appelle ça couramment. Des lièvres de mer, on en a aussi chez nous, hein, sur la côte atlantique. Et ils font la taille à peu près une dizaine de centimètres, la paume d'une main. Ici, on a vraiment affaire à un géant, puisque cette aplysie peut faire jusqu'à 14 kg et 99 cm de long. C'est vraiment le plus gros mollusque sans coquille, on va dire externe, qui existe. La coquille chez ces animaux-là est interne. Elle se trouve à peu près ici, puisque les limaces de mer, comme les limaces terrestres d'ailleurs, n'ont pas de coquille externe, mais ont une coquille interne, qui permet au corps quand même d'avoir une forme, puisqu'une limace est essentiellement constituée d'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des limaces l'été, mais parfois elles se dessèchent et on les trouve sur les chemins. Et quand c'est pas assez humide, elles se dessèchent complètement, elles se rétrécissent, et la partie dure qui reste, c'est la coquille qui se trouve au milieu. Quand vous voyez des limaces, la prochaine fois que vous verrez une limace, vous penserez à moi, et vous regarderez de plus près la limace, et vous verrez qu'au milieu du manteau, on a un petit trou. Et ce petit trou lui sert à respirer, et bien la coquille interne se trouve juste au-dessus de ce petit trou. Voilà, donc la taille de la bestiole, pour vous donner une idée, ici on a ce monsieur qui en a trouvé une. Alors attraper, je pense que ce n'est pas le terme exact, c'est plutôt ramasser, vu la rapidité de la bête. Et on voit ici donc la taille vraiment de la masse conséquente de cet animal qui est entièrement constitué d'eau, hormis sa coquille. Et c'est un animal qui broute les algues, hein. Il est assez peu remarquable, sinon, si ce n'est sa taille. Et on le trouve, comme son nom l'indique, sur les côtes de l'Amérique du Nord, les côtes pacifiques, notamment en Californie, il y en a beaucoup autour de Los Angeles. Alors, on va revenir maintenant sur Terre avec le plus gros mollusque terrestre, ce qu'il s'agit d'une acatine. Alors, les acatines sont des escargots africains à l'origine. Ils ont été introduits dans beaucoup de pays tropicaux. Ici, on en a une qui semble à l'aise, hein, parfaitement, là, sur la main de sa propriétaire. Puisque ce sont des escargots qui peuvent peser 1 kg et faire une trentaine de centimètres de long. On en trouve notamment beaucoup en Guadeloupe ou en Martinique. Ils ont été introduits en provenance d'Afrique. Et ce sont des escargots qui vivent dans les zones tropicales d'Afrique de l'Ouest et centrale, et qui sont consommés d'ailleurs par les populations locales pour la nourriture, mais aussi pour des raisons rituelles. Notamment dans le rite vaudou, on utilise beaucoup d'escargots, notamment de bave de ces acatines-là qu'on se met sur le visage. Alors c'est une pratique qui est assez dangereuse, puis finalement, puisque ces escargots-là, comme beaucoup d'escargots tropicaux, terrestres et aquatiques, elle est porteuse d'un parasite, un petit ver rond, qui s'appelle Angiostrongylus cantonensis, pour les intimes. C'est un petit ver qui est un parasite de l'escargot, et l'escargot est un hôte intermédiaire. Et l'hôte final, eh bien, ce sont les mammifères, et comme nous, par exemple. Et lorsqu'on consomme un de ces escargots pas assez cuit ou cru, puisqu'en Afrique, il arrive qu'il soit mangé cru, ou qu'on le laisse tranquillement ramper sur notre visage et qu'on ingère un peu de bave, eh bien, ces petits vers ronds vont pouvoir arriver dans notre organisme et causer ce qu'on appelle une méningite éosinophilique. C'est une inflammation des méninges qui est causée par ce parasite et qui peut être mortelle. Elle fait des centaines de morts chaque année, notamment en Afrique tropicale, où les escargots, ces escargots en particulier, sont consommés par les populations et ne sont pas assez cuits.
Et d'ailleurs, il y a des cas d'angiostrongylose chaque année en Guadeloupe et en Martinique à cause toujours de ces acatines. Voilà, on voit ici une in situ. La coquille est quand même très belle, elle est prisée par les collectionneurs. Et suivant l'espèce, on a différents motifs. Chaque individu, d'ailleurs, a des motifs propres. Mis à part ça, c'est un escargot tout à fait classique. Il peut vivre une dizaine d'années, voire plus. Il a un métabolisme très lent. Il affectionne donc particulièrement l'humidité. Et contrairement aux idées reçues, les escargots en général ne mangent pas que des feuilles de salade. Ils sont omnivores, c'est-à-dire qu'ils vont consommer toute matière organique, fraîche ou en décomposition. Donc on peut trouver des escargots sur effectivement des végétaux, mais aussi sur des charognes, sur du vomi ou des excréments. Ils vont manger tout ce qu'ils trouvent et ils ne sont pas regardants sur la qualité ni sur la quantité. On va dire que ce sont des animaux très, très opportunistes, d'où l'intérêt, quand on les consomme, de les faire dégorger. Alors, c'est une espèce ici, cette acatine-là, qui vit donc en zone tropicale et à cause ou grâce à cette humidité ambiante constante, elle a pu atteindre une taille considérable pour un escargot. Donc la voici ici. Elle est presque mignonne, avec ses petits yeux au rond de ses tentacules. Alors les yeux d'un escargot ne lui servent pas à grand-chose, puisque ce sont surtout les antennes qui sont là, les tentacules qui, ceux-là servent à l'odorat, ceux-là servent à la vue. Et ceux qui servent le plus sont ceux dédiés à l'odorat. L'escargot, il peut sentir une feuille de salade à 250 mètres, mais les yeux, lui, sont extrêmement rudimentaires, ne lui servent pas vraiment à grand-chose, sauf à voir le mouvement et la lumière. Mais comme il est très myope et qu'il voit en noir et blanc, il se repose surtout sur son odorat qui est plutôt perfectionné. En voici sur un marché au Ghana, donc là, vivant. Et puis, dernier mollusque, la pieuvre géante du Pacifique. Alors, cette pieuvre, on parlait du calamar tout à l'heure, donc cette pieuvre-là, elle peut faire jusqu'à 8 mètres d'envergure, elle a 8 bras, bien entendu, et elle est très répandue dans le golfe de Californie, au Mexique, mais aussi plus au nord en Californie, dans les eaux plus froides. Et c'est une espèce de pieuvre qui, comme toutes les pieuvres, est très intelligente, mais malgré sa taille, elle ne vit pas plus de 2 ans, comme tous les autres pieuvres, puisque sont des animaux qui se reproduisent une fois dans leur vie. Et la femelle donc, va garder les œufs pendant tout le temps de l'incubation, qui dure environ 2 mois. Et elle ne se nourrit pas pendant 2 mois. Elle va ventiler les œufs avec son siphon, que vous voyez là. Et une fois que les petites pieuvres ont éclos, la mère, qui est très affaiblie, va sortir de son trou et elle va mourir de vieillesse, ou en tout cas, elle va être complètement vulnérable puisqu'elle est tellement faible qu'elle ne peut plus se défendre contre les prédateurs qui vont s'empresser de venir la manger. Alors, la pieuvre géante du Pacifique, c'est vraiment la plus grosse pieuvre connue jusqu'ici. Elle fait 2 à 3 fois la taille d'une pieuvre commune qu'on voit chez nous en Méditerranée ou dans l'Atlantique, par exemple. La voici donc la nuit avec son siphon qu'on voit là. Les yeux, sachant qu'une pieuvre, elle peut avoir jusqu'à 500 000 neurones, c'est beaucoup plus que nous, et c'est vraiment une espèce extrêmement intelligente et aussi capable de résoudre des problèmes et d'anticiper l'avenir. Donc pour un mollusque, c'est quand même assez remarquable. Voici un gros plan sur les ventouses. Et voilà la femelle avec ses œufs. Donc les grappes d'œufs qui se trouvent ici, le siphon, donc la femelle qui est retournée et qui aère ses œufs toutes les 30 secondes à peu près. Et on voit ici les ventouses. Alors maintenant, on part dans le monde des arthropodes qui forment l'essentiel de la biomasse sur la terre ferme. Et on commence avec une famille très peu connue, ce sont les péripates. Alors les péripates, comme leur nom l'indique, ils ont beaucoup de pattes, mais ce n'est pas seulement pour ça qu'ils sont remarquables. Il s'agit d'une espèce d'arthropode qui n'a pas changé depuis le Carbonifère. Et la plus grande espèce fait donc une vingtaine de centimètres. On la trouve au Costa Rica et elle ne vit que dans une seule région de ce pays-là, où elle est très commune par contre. Alors les péripates sont des animaux qui vivent essentiellement dans la litière, dans le sol forestier, qui vivent dans les zones très humides et très chaudes. On n'en trouve pas par exemple chez nous,
ni en Amérique du Nord. Et ce sont des animaux qui sont assez discrets. Mais si on retourne les feuilles ou les souches, on peut en trouver plusieurs au même endroit. Ils ne sont pas vraiment rares. Et ils se reproduisent un petit peu comme les mille pattes en s'entourant l'un l'autre. Et ce sont des animaux qui n'ont pas vraiment de particularité, si ce n'est le nombre de pattes qui est le nombre le plus important chez un animal, puisque bon, on connaît les mille pattes, les scolopendres, etc. Mais les péripates peuvent avoir à peu près 2 fois plus de pattes qu'un scolopendre ou qu'un nul, un mille pattes, puisqu'on a compté chez un péripate de cette espèce-là jusqu'à une centaine de paires de pattes, ce qui est quand même assez incroyable pour un animal de cette taille. Avec ici, donc on a la tête avec les antennes qui se trouvent là, les yeux très rudimentaires et toutes les pattes qui sont en dessous couvertes de petits poils qui leur permettent une adhérence sur le sol humide de la forêt tropicale. Alors un crabe géant du Japon, qui est le plus gros arthropode connu, puisque certains mâles, donc ici on a un mâle avec ses grandes pinces, peuvent, avec les pattes en envergure, dépasser les 3,50 m. Donc, on a vraiment une espèce originaire du Japon, une espèce du Pacifique Nord, d'eau froide, qui est incroyablement grande pour un crabe, qui est très consommé au Japon, notamment. Peut-être que vous connaissez le crabe royal, dont on voit parfois des pattes chez les poissonniers. Et ce crabe-là donc, est de la même famille, mais celui-là est encore plus grand que le crabe royal, du coup. Et c'est une espèce qui vit dans le fond de l'océan Pacifique. C'est une espèce de fond qui prend une couleur rouge vif lorsqu'elle voit la lumière, mais qui est plutôt terne dans son milieu. Et on a ici tous les yeux qui sont là, voilà, qui sont en haut du corps de l'animal, qui lui permettent d'avoir une vision panoramique sur son environnement. C'est un animal charognard, à l'occasion prédateur, et qui se déplace en petits groupes. On a quelques mâles avec plusieurs femelles. Les femelles sont plus petites, avec des pinces de taille plus modérée. Et c'est un animal qui commence à être protégé au Japon. Il devient de plus en plus rare. Trouver des grands individus, c'est vraiment difficile aujourd'hui. Il y a parfois des individus dans des musées. On peut apprécier donc la taille, notamment à Paris ou à Toulouse. Alors, j'ignore s'il y en a à Grenoble, mais en tout cas, c'est une espèce qui est assez spectaculaire et qui est souvent exposée dans les musées d'histoire naturelle. Voilà une idée de la taille avec un japonais donc, qui tient le crabe avec ses longues pinces. Ici, donc, c'est un mâle, il s'agit d'un mâle, avec ce corps. La carapace est plus grande qu'une tête humaine, on voit ici. Et on peut apprécier donc l'envergure de ses pattes. Alors, un animal que vous connaissez beaucoup mieux, j'imagine, c'est le homard américain. Alors, le homard américain, c'est le cousin outre-Atlantique de notre homard breton, homard européen. Le homard américain, c'est le crustacé, l'arthropode d'ailleurs, le plus lourd connu, jamais pesé en tout cas. C'est une espèce qui peut peser jusqu'à 25-30 kilos. Le plus gros homard américain jamais pesé. Il a été remonté dans les années 1950 et il pesait 27 kilos. Et il venait du Massachusetts, lui aussi, comme la méduse de tout à l'heure. Et alors, plus les homards sont grands, en tout cas, moins il y a de choses à manger à l'intérieur, moins ils sont bons, puisqu'ils se cuisent beaucoup moins bien. Et les homards vieillissent extrêmement lentement. Les spécimens qu'on consomme, qu'on trouve chez les poissonniers, par rapport à leur taille, on peut estimer leur âge à 10 ou 12 ans environ. Et lorsqu'ils sont très très vieux, ils grandissent toute leur vie en muant, comme tous les arthropodes, ils vont atteindre une taille qui dépasse celle d'une jambe humaine, bien sûr avec le telson déployé, comme ici, puisque dans la nature, souvent, le telson est replié. Il va déployer, donc le telson, c'est ce qu'on appelle la queue, c'est là où il y a les muscles très puissants du homard qui vont lui permettre de fuir en cas de danger. Et ce telson-là, c'est là où on a tous les muscles qui sont consommés, et tous les organes vitaux sont situés ici, dans le thorax. Les yeux donc sont là, avec les mandibules, etc., les antennes. Et cette espèce... Ah. Alors attendez, parce que j'ai un bug avec mon ordinateur, là. L'écran va bientôt s'éteindre, mais moi, j'ai rien demandé. Ah.
Ah, merde. Parce que la minuterie, elle est off, je sais pas quoi, je l'ai utilisée trop longtemps. Pour allumer, c'est tout. Oui, mais je sais pas comment on fait. Me revoilà donc. Je pense que vous m'entendez tous bien à nouveau. Alors, problème technique. En plus, c'est une machine qui n'est pas à moi, donc voilà. Mais me revoilà, tout va bien. Alors, ce homard, pour finir avec le homard, c'est une espèce qui va vivre extrêmement longtemps puisqu'il vieillit très lentement. On a des spécimens qui peuvent dépasser les 150 ans, par exemple, chez ces animaux. Alors tout à l'heure, bon, je vous ai donné un petit aperçu de l'animal suivant. Il s'agit du crabe de cocotier, un animal que vous connaissez peut-être si vous l'avez déjà vu dans des documentaires, par exemple. C'est le plus gros arthropode terrestre, il peut peser jusqu'à 12 kilos, et il est connu pour sa capacité, grâce à ses pinces très puissantes, de casser les noix de coco qui sont encore sur l'arbre, qui ne sont donc pas mûres. Alors, ce sont des fruits qui sont extrêmement durs. Et grâce à ces pinces, donc on a environ 500 kilos de pression dans chaque pince. Et comme chez tous les crustacés, on a une pince coupante, une pince broyeuse. Donc, une pince qui sert à couper la nourriture et l'autre qui sert à broyer les aliments avant d'être ingérés. Et chaque spécimen va avoir une pince différente pour cette fonction-là. On a donc des spécimens qui vont avoir la pince gauche broyeuse et la pince droite coupeuse, et vice-versa. Donc, ça peut s'apparenter à les droitiers, les gauchers chez nous, par exemple. Et ça va dépendre, c'est le hasard complètement. Et ces spécimens-là vont avoir des pinces différentes suivant leur fonction. Alors, on trouve ce crabe de cocotier partout sur des atolls et dans les zones tropicales d'Asie du Sud-Est, d'Afrique orientale et d'Océanie, essentiellement sur des îles. Et on en trouve beaucoup aussi sur les îles d'Okinawa, au Japon. Il est consommé sur quasiment toute son aire de répartition et il a une couleur différente suivant son origine également. Voilà un spécimen bleu, par exemple. Voilà donc on va passer. Alors pour les arachnophobes, donc bon, j'étais quand même obligé de parler des araignées. Alors cette araignée-là, elle a été découverte qu'en 2002. Elle a été connue très récemment. C'est Heteropoda maxima. Elle a été découverte dans des grottes au Laos et elle fait environ 30 cm de diamètre avec les pattes. Ici, on a une femelle qui transporte son sac d'œufs. On le voit là. Et c'est une espèce qui a des yeux très réduits puisqu'elle vit dans des conditions où il y a très peu de lumière, dans le fond des grottes karstiques du Laos. Et donc c'est pour ça aussi sûrement qu'elle a été connue que très tardivement par la science. Ici, on a donc une femelle qui consomme une autre de ses congénères, puisqu'elle est cannibale à l'occasion. Et on voit bien ici que malgré le fait qu'elle vive dans des grottes, elle n'est pas complètement dépigmentée, c'est-à-dire dépourvue de couleur, puisqu'il y a un peu de lumière qui passe quand même dans son milieu naturel. Alors, pour finir avec les araignées, après j'arrête, c'est promis, on a l'amygale de Leblond. Il fallait quand même évoquer cette espèce dans les superlatifs des invertébrés. C'est une espèce qui a sans doute inspiré Hollywood pour les films avec des mygales énormes qui attaquent les populations. Alors cette mygale-là, elle fait environ 35 cm de diamètre, elle fait la taille d'une assiette, plus ou moins. Elle est originaire du nord de l'Amérique du Sud. On en trouve beaucoup en Guyane, par exemple. En Guyane, on la trouve dans des forêts humides. Elle vit dans des trous. Elle a des crochets qui font 2 cm de long. Elle est consommée par les Amérindiens au Venezuela, notamment, qui servent de ces crochets comme cure-dents après l'avoir mangée. Alors, cette espèce-là, elle est pas vraiment menacée. On la trouve dans beaucoup d'endroits différents dans son aire de répartition. Et elle, pour se défendre, comme beaucoup de mygales américaines, elle disperse ses poils, notamment ceux sur l'abdomen, qu'on appelle des setae chez les insectes, enfin chez les arthropodes.
Et ces cétaées sont urticantes. Et lorsqu'ils arrivent dans les muqueuses, dans le nez, dans les yeux ou dans la bouche, ça pique. Et ça pique vraiment beaucoup. On peut être aveugle temporairement pendant environ 48 heures après avoir été piqué dans les yeux. Et c'est une espèce donc qui n'est pas, on va dire, dangereuse tant qu'on ne vient pas l'importuner, auquel cas elle va d'abord striduler très fortement pour signifier son courroux, et puis finir par se retourner dans son trou pour envoyer des poils vers son agresseur. Et au dernier recours, elle va mordre. Mais le venin n'est pas très puissant, et quand on n'est pas allergique, c'est pas plus grave qu'une piqûre de guêpe, par exemple. Alors un scorpion géant, ici de forêt, donc un Heterometrus d'Asie du Sud-Est, celui-là vient d'Inde. Ces scorpions-là sont les plus grands scorpions connus. On connaît le Pandinus imperator davantage, je pense, d'Afrique de l'Ouest, de Côte d'Ivoire par exemple. Celui-là est un peu plus long, il mesure 30 cm de longueur, donc un peu plus grand qu'une main. Et ce scorpion géant va avoir un venin très peu puissant, puisque la règle en général chez les scorpions, c'est lorsque les pinces sont petites et le dard est gros, que le venin est puissant. Ici, c'est l'inverse. On a le dard qui est petit et les pinces assez grosses. Donc, c'est un scorpion au venin assez peu puissant qui va essentiellement utiliser ses pinces pour contrôler ses proies. Donc, voilà, je vous parlais du scorpion empereur. Excusez-moi, scorpion empereur d'Afrique occidentale, qui lui est un peu plus petit. On peut apprécier ici les détails, notamment les cétaées sur ses pinces et son dard qui est petit par rapport à la taille de ses pinces. Et un rapide, donc là, on a l'écrevisse géante de Tasmanie. C'est la plus grosse écrevisse du monde. Elle fait la taille d'un homard à peu près, donc c'est vraiment très gros pour une écrevisse. Et elle est endémique de Tasmanie et elle est plutôt rare dans son milieu naturel. Aujourd'hui, des spécimens de plus de 5 kilos sont rares, alors que dans les années 1870, on pêchait souvent des spécimens qui dépassaient 7 kilos. Le batynome géant. Alors, les bathynomes sont des isopodes. Les isopodes, ce sont des cloportes. Les cloportes, en général, on les voit dans les souches, dans la terre, sont des tout petits animaux. Et là, ici, c'est le plus grand représentant de cette famille qui vit dans les profondeurs. Le batynome géant, il fait jusqu'à 36 cm de long, il peut peser presque 1 kg. Et il vit essentiellement à plus de 200 mètres de profondeur, dans une zone où il n'y a pas de lumière, donc il a des yeux immenses et il est très peu pigmenté. Voilà ses yeux, donc qui reflètent bien la lumière. C'est une espèce qui est répandue notamment dans l'arc antillais et en Amérique du Sud, dans le nord de l'Amérique du Sud, dans les eaux tropicales. Par la suite, on a aussi les scolopendres. Alors, je vous parlais des scolopendres tout à l'heure quand on voyait le péripathe. Alors, les scolopendres atteignent leur taille la plus importante chez la scolopendre géante, qui est une espèce d'Amérique du Sud, qui peut atteindre jusqu'à 35 cm de longueur, avec environ une centaine de pattes, comme on voit ici sur ce spécimen. Et les scolopendres géantes ont un venin, comme toutes les scolopendres, qui est assez dangereux pour les vertébrés et qui peut entraîner des convulsions, voire même la mort quand on y est allergique. C'est une espèce assez agressive. On a ici la tête avec les crochets et lorsqu'elle est menacée, elle va lever à la fois la tête et la queue pour que le prédateur s'attache à sa queue. La queue, elle est terminée avec des pattes qui sont modifiées pour faire comme une pince. Donc, elle pince avec sa queue et elle mord avec sa tête. Et lorsque le prédateur, par exemple un oiseau, s'attaque à sa queue, ça permet à l'animal de maintenir la tête de l'oiseau avec la pince ici et pouvoir se retourner pour le mordre et se défendre. Donc, c'est une espèce qui est assez dangereuse. Et une population de scolopendres géantes du Venezuela a même évolué et développé une technique de chasse particulière, c'est-à-dire que des spécimens de cette population-là se sont spécialisés dans la chasse aux chauves-souris. Elles se mettent à l'entrée d'une grotte, elles se laissent pendre par une seule patte, et dans le vide, avec les pattes qui leur restent, attrapent les chauves-souris en vol pour les consommer. Donc ici, un iule. Bon, alors les iules, c'est pas très original, c'est plus ou moins le même habitus, donc la même forme, apparence chez toutes les espèces, sauf que la plus grande espèce, c'est Archispirostreptus gigas, c'est celle-ci qui fait jusqu'à 40 cm de longueur et qui vit en Afrique orientale. On a ensuite donc vraiment les insectes à proprement parler. On rentre dans
la dernière partie de cette conférence avec les orthoptères. Donc, vous avez sûrement déjà entendu parler des weta, les weta qui vivent en Nouvelle-Zélande uniquement et qui comptent parmi leurs représentants la plus grande espèce d'orthoptère, donc criquet, sauterelle, grillon, connue. Ici, on a le weta géant donc, de Little Barrier. Alors, Little Barrier, c'est le nom d'une île au large d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. Et cette espèce-là peut peser le poids d'une souris adulte. Donc, c'est environ 25-30 grammes, et c'est énorme pour un insecte, en tout cas. Et elle est extrêmement menacée. On la trouve que sur certaines îles dans la baie d'Auckland. Et il y a des programmes d'élevage en captivité, notamment en Nouvelle-Zélande, pour réintroduire cette espèce dans son milieu naturel et dans d'autres îles qui ne sont pas peuplées et qui ont été vidées de leurs rats, puisque les rats sont l'ennemi de ces weta. Les rats sont arrivés avec les colons européens et ils ont participé grandement au déclin de cette espèce en consommant les larves et les adultes. Ici, donc, on rentre dans les coléoptères. Bon, les coléoptères, on en a des gros chez nous, hein, aussi on a des lucanes, le lucane cerf-volant par exemple. Le lucane, c'est la plus grosse espèce de coléoptère d'Europe. Les plus grands mâles peuvent faire presque 9 cm de long. On les trouve notamment dans les Landes, les plus grands. Ici, on a un représentant qui est beaucoup plus gros de l'ordre des coléoptères, c'est le scarabée éléphant, qui porte bien son nom puisque le mâle peut faire une dizaine de centimètres de long et une vingtaine de centimètres d'envergure. La femelle est un peu plus petite. Alors, Megasoma elephas sont des dynastidés au même titre que le scarabée rhinocéros de chez nous, qui est beaucoup plus petit. Les mégasomas vivent dans le Nouveau Monde, donc ils vivent en Amérique. Celui-là vit au Mexique. Notamment, on en trouve beaucoup sur la côte caraïbe du Mexique. Ici, on a celui qu'on trouve en Guyane, Megasoma acteon, qui est encore plus gros, hein, il fait jusqu'à 13 cm de long. La larve fait presque 20 cm et elle pèse 80 grammes. C'est vraiment très, très gros pour un insecte. On la trouve en Amérique du Nord tropicale, en Amérique du Sud tropicale, nord de l'Amérique du Sud. On va y arriver. Et enfin, le titan. Le titan, c'est vraiment le plus gros coléoptère connu, qui vit lui aussi en Guyane. Les plus grands spécimens peuvent atteindre presque 17 cm de long. C'est un peu plus grand qu'un moineau. Et c'est vraiment une grande espèce de coléoptère. On connaît très peu la femelle, étant donné qu'elle ne vient pas à la lumière. C'est uniquement les mâles qui sont attirés par la lumière. Et avec ces mandibules impressionnantes, ici, bien sûr, vous avez un mâle en photo, on a donc voilà, les mandibules qui sont là, qui peuvent casser un crayon en deux, tellement elles sont puissantes. Et ça lui sert à forer dans le bois pour pondre ses œufs. Alors le mâle, lui, il les utilise essentiellement pour se défendre. Ce sont des animaux qui vivent peu de temps. On les trouve de décembre à février en Guyane, et ils vivent à l'état adulte seulement pour se reproduire. Ils se nourrissent très peu, voire pas du tout, et la larve est encore inconnue à ce jour. Pour l'instant, on n'a toujours pas trouvé la larve, et on ne sait pas à quoi elle ressemble, et on ne sait pas du tout ce dont elle se nourrit. C'est un animal qui garde encore un peu de mystère, malgré le fait qu'il soit très commun dans les musées et chez les collectionneurs en raison de sa taille exceptionnelle. Et voilà enfin les blattes. Donc les blattes, on les appelle aussi des cafards, sont des animaux en général qui sont peu appréciés, voire pas du tout. Ils ont une utilité cependant quand ils vivent en forêt, puisque c'est l'origine de toutes les espèces de blattes, c'est la forêt tropicale où ils vont transformer la litière, la matière organique, qu'ils vont décomposer un peu comme les cloportes par exemple. Les plus grosses espèces de blattes, on les trouve en Amérique du Sud et en Australie. Celle-ci vient d'Australie, c'est la plus lourde, elle fait 8 cm pour 60 grammes. Donc le poids d'une petite souris, et c'est vraiment une espèce qui vit dans la litière de la forêt tropicale. C'est pas du tout un cancrelat dans le sens où c'est pas une espèce qui vient envahir les maisons. Elle est très discrète, elle est très calme aussi puisqu'elle est très appréciée comme animal de compagnie au Japon, par exemple. C'est un animal qui peut vivre très longtemps, jusqu'à 10 ans, et elle est extrêmement calme, et il paraît même qu'elle aime se faire caresser. Enfin bon, ça c'est chacun voit midi à sa porte, mais en tout cas, c'est une espèce qui est impressionnante de par sa taille et sa masse. Et ici, on a donc la blatte la plus longue, la plus grande en longueur, qui est la blatte géante d'Amérique du Sud. Celle-là, on la trouve aussi en Guyane. Elle fait 10 cm de long. Elle a des grandes ailes, mais elle vole très très peu. Et elle est inféodée à la forêt tropicale ou à toutes les zones forestières. Humide en tout cas, donc il faut qu'il y ait un couvert de feuilles assez humide. Donc la voici ici avec
le motif caractéristique ici sur le pronotum qui ressemble un peu à une tête de jaguar. Et on a d'autres espèces de blattes de la même famille qui ont des motifs en forme de crâne humain sur leur pronotum qui sont assez spectaculaires, bien que plus petites. Voilà donc un autre coléoptère. Peut-être qu'il vous dit quelque chose physiquement par son aspect, le Dynastercule, qui peut faire 18 cm de long, essentiellement grâce à sa corne ici thoracique, et cette corne céphalique ici vient s'emboîter avec les dentelures dans la corne thoracique pour former comme une pince, et c'est grâce à cette pince que les deux mâles vont se battre, se saisir, et le but c'est de retourner son adversaire et de l'envoyer balader au sol, parce que ces animaux-là se battent dans les arbres pour le cœur, enfin en tout cas pour les élytres d'une femelle, pour aller ensuite se reproduire, puisque ces animaux-là vivent aussi assez peu de temps. Le longicorne de Wallace. Alors chez nous, nous connaissons le grand capricorne, qui est déjà assez conséquent en taille, à 5 ou 6 cm. Eh bien, celui-ci fait 10 cm de long et avec les antennes, on a 25 cm. C'est une grosse espèce qui vit en Papouasie-Nouvelle-Guinée, notamment. Alors, on arrive donc aux perce-oreilles, donc on appelle des forficules aussi. La plus grosse espèce de forficule, de perce-oreille, c'est le forficule de Sainte-Hélène, qui vivait sur l'île du même nom, où a été Napoléon, donc, et qui a disparu dans les années 1960. Ce forficule de Sainte-Hélène faisait 8 cm de long. Il était donc 3 fois plus gros que nos perce-oreilles qu'on trouve en France, par exemple. Alors, on l'appelle perce-oreille puisqu'on croyait à tort qu'il rentrait dans les oreilles et qu'avec ses pinces, il pouvait percer le tympan. Alors que bon, pas du tout. En vérité, il se défend effectivement avec ses pinces, mais il ne peut absolument pas rentrer dans les oreilles. C'est un insecte sinon inoffensif qui se nourrit d'autres insectes et de matières végétales en décomposition. Il est omnivore et on le trouve souvent chez nous dans les souches ou sous les feuilles mortes. C'est une espèce assez commune. Et cette espèce-là a disparu donc dans les années 60 et c'était vraiment le plus gros perce-oreille connu. Ici, nous avons la plus grande mouche connue, Goromida ceros. Alors, c'est une mouche d'Amérique du Sud également, dont la biologie est encore très, très peu connue. Elle se développe dans les termitières. C'est une mouche dont la larve se développe dans les nids de termites. Et donc, elle n'émerge à l'âge adulte que 2 jours par an environ. Donc, c'est extrêmement rare d'en voir. Et on la trouve dans la forêt amazonienne notamment. Elle fait jusqu'à 7 cm de long. Ici, on voit un spécimen sur les doigts de quelqu'un. Et voilà, donc la punaise d'eau géante, elle aussi d'Amérique du Sud. On la trouve également, ces espèces-là, en Amérique du Nord, en Europe du Sud-Est, et puis en Asie, en Afrique. En Asie, c'est une espèce du même genre qui rentre dans la composition du nyok mam, puisque la sauce qu'on connaît au Vietnam, par exemple, elle est un petit peu épicée, et ce goût épicé, en plus des épices végétales, est apporté par un suc produit par un insecte de cette famille. Une cigale maintenant, Megapamponia imperatoria, c'est la plus grande cigale connue. Elle fait la taille d'un étourneau. Elle fait 18 cm de long sur 18 d'envergure. C'est vraiment une grande espèce. Et c'est aussi l'un des insectes les plus bruyants, puisqu'elle fait autant de bruit au niveau hertz, on va dire au niveau volume, qu'une tronçonneuse. C'est vraiment un bruit énorme. Et quand on se trouve en forêt tropicale, elle vit en Malaisie par exemple, il est impossible de l'approcher. Les chercheurs qui l'étudient peuvent l'approcher uniquement avec un casque sur les oreilles pour ne pas s'endommager les oreilles, puisqu'elle fait énormément de bruit. Donc la plus grande fourmi maintenant, Dinoponera gigantea, c'est une fourmi d'Amérique du Sud qui fait 4 cm. Pour les ouvrières, la reine est un peu plus grande, mais pas beaucoup, parce que chez ces espèces-là, elles ne font pas de fourmilière, elles vivent en mouvement tout le temps. Elles font des colonies qui n'ont pas de nid et qui vivent toutes sur la litière de la forêt tropicale. Et les fourmis de cette famille-là, on a une fourmi assez connue qui s'appelle Paraponera clavata, qui vient aussi en Amérique du Sud, qui est aussi assez grande et dont la piqûre est la plus douloureuse de tous les insectes, en tout cas les piqûres mesurées, puisqu'il y a un homme, un Américain qui était un médecin et un entomologiste qui a eu l'idée un jour de se faire piquer par tous les hyménoptères pour voir ce que ça faisait comme douleur. Donc, il s'est fait piquer par beaucoup d'espèces, notamment par des pompiles, donc par des guêpes, etc., des bourdons, et il s'est fait piquer par une espèce proche de celle-ci, et c'est vraiment
la douleur la plus vive qui est connue, puisque la douleur est très, très intense pendant 24 heures. C'est une douleur assez puissante qui ressemble, selon lui, à un clou rouillé enfoncé sous les ongles avec un marteau. Et donc, c'est vraiment une douleur assez vive, paraît-il, et c'est une fourmi qui se défend grâce à son venin très puissant. Donc ici, on a une guêpe d'Indonésie, Megascolia procer, qui parasite des larves de coléoptères et qui mesure 9 cm. Le plus grand des papillons de nuit, ça c'est Cossinocera hercules, avec une envergure de 30 cm de long, presque la taille d'une assiette, de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le plus grand papillon de jour du monde, le plus grand rhopalocère, c'est Ornithoptera alexandrae, l'ornithoptère de la reine Alexandra, qui vit aussi en Nouvelle-Guinée. Et la femelle au-dessus, qui est plus terne que le mâle en bas, qui est un peu plus petit, elle fait jusqu'à 32 cm d'envergure. C'est vraiment un papillon immense qui vit dans la canopée, donc on le voit extrêmement rarement, puisqu'il vit au sommet des arbres de la forêt tropicale. Et voilà Attacus atlas, qui est plus connu. C'est une espèce de papillon aussi très très grande, 20 cm, un papillon asiatique. Papillon d'Amérique du Sud, celui-là, c'est Thysania agrippina, un papillon qui fait jusqu'à 35 cm d'envergure. Les corridales, donc ça, ce sont une famille d'insectes bien particulière qui vit au voisinage de l'eau. Le mâle au-dessus a des mandibules immenses pour se battre contre les autres mâles. La femelle en dessous est plus modeste. Et il fait jusqu'à 9 cm de long pour 17 cm d'envergure. C'est une espèce qu'on trouve beaucoup aux États-Unis notamment. Et la plus grande libellule, donc ça c'est une demoiselle d'Amérique latine qui fait 18 cm de longueur avec son abdomen extrêmement long. Le plus grand criquet du monde qui fait 9 cm, qui vient d'Australie, c'est un valanga, un genre de criquet d'Asie du Sud-Est et d'Australie, qui est assez joli avec ses motifs particuliers. La plus grande sauterelle du monde qui fait 18 cm d'envergure, qu'on trouve en Asie du Sud-Est. Et pour finir, le Phobaeticus shani, donc ça il s'agit d'un phasme, et c'est le plus grand phasme et insecte d'ailleurs connu puisqu'il fait 56 cm de long, et il vient de Chine, et c'est une espèce qui était jusque-là inconnue, il a été décrit seulement en 2008. C'est vraiment très très récent, et il vit dans les montagnes du sud-est de la Chine. Voilà un autre spécimen, un mâle avec des ailes. Voilà, la femelle n'en a pas. Alors, si vous le voyez sur un écran assez grand comme le mien, vous le voyez presque en taille réelle. Et voilà, c'est la fin de cette conférence. Donc, si vous avez des questions, je pense que c'est le moment. Je vous écoute.